C'est un plaisir de vous retrouver sur la RTG. Au sommaire de ce journal, une mission de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance est en tournée à l'intérieur du pays. Objectif sensibiliser dans les structures sanitaires sur les conséquences du phénomène qui prend de l'ampleur dans notre pays. C'est un prélude à la Journée internationale de lutte contre la corruption. Poursuite du projet de rénovation du stade du 28 septembre, les techniciens de pelouse sont en ce moment à Conakry. Les graines du gazon naturel sont sur le site pour accélérer les travaux afin de permettre à la Guinée de recevoir ses matchs à domicile. Ce soir, dans la rétrospective des faits marquants de l'année 2024, il sera question du découpage administratif. L'on a assisté à la création des communes urbaines et rurales à travers le pays, une loi votée à l'unanimité par les conseillers nationaux. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité ce soir, Festival international du Djembé. Le coup d'envoi a été donné ce vendredi au Palais du Peuple. Des festivaliers sont venus de divers horizons pour participer à cette première édition. Un rendez-vous culturel de partage d'expériences présidé par Dr Dansa Kourouma, président du CNT. Compte rendu, adjudant-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Archi-comble, c'est la salle des congrès du Palais du Peuple de Conakry qui a servi de cadre au lancement officiel du Festival international du Djembé FIT Guinée 2024. Cet événement démarré par une minute de silence observée à la mémoire des victimes du drame du stade du 3 avril Récoré. Près de 200 festivaliers venus de 18 pays de l'Afrique et d'ailleurs prennent part à ce rendez-vous culturel multidimensionnel qui va durer 120 heures, soit 5 jours d'intense activité. La France, la Chine et le Maroc sont respectivement pays invités spécial, invités de marque et invités d'honneur de cette première édition dans son format actuel, en présence des autorités et autres grandes personnalités fortement mobilisées pour la cause, notamment le président du CNT, honorable Dansa Kourouma, le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Giba Diakité, ministre directeur des cabinets de la présidence, des membres du gouvernement, des responsables des institutions républicaines, entre autres, le directeur général du Centre international de percussion, a dans son discours souhaité la bienvenue aux hôtes de la Guinée au compte de ce festival. Mesdames et messieurs, je vous dis, au nom de son Excellence général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, bienvenue à Conakry et bon séjour en République de Guinée. Ce festival n'est pas seulement une célébration de l'art de Djembé, mais également une vitrine de notre volonté de promouvoir la culture guinéenne sur le plan international. Il souligne notre engagement envers la préservation et la valorisation de notre patrimoine musical, tout en ouvrant la voie à la créativité contemporaine. Puis, l'honneur est revenu aux représentants des pays invités de tenir leur discours. Dans leurs interventions, ils ont mis en lumière l'excellence des relations de coopération entre leurs pays respectifs et la République de Guinée, avant de revenir sur les potentiels culturels, artistiques et écotouristiques de notre pays. Je vous remercie encore de nous avoir donné ce titre d'invité d'honneur, d'avoir invité la France à accompagner ce premier festival avec son ingénierie culturelle. Et je voudrais remercier ici tout particulièrement Nuit Métis et son directeur. Il y a aussi tous les artistes français qui vont se produire pour hybrider leur son au son africain. Et c'est toute la France dans sa diversité, puisqu'il y a même un groupe qui vient de la Réunion, qui est aussi en marge de l'Afrique. C'est aussi évidemment tous les professionnels de la culture qui sont ici et des industries culturelles, que ce soit Babel Musique, que ce soit RFI avec son directeur chargé des musiques, que ce soit évidemment Festival Bizarre, et puis aussi la Friche Belle de Mai. Voilà, c'est tout ça qui est ici avec nous ce soir pour vous accompagner, pour être au plus près des besoins de la Guinée. La présence du Royaume du Maroc aujourd'hui à Conakry s'inscrit dans le cadre des relations solides qui unissent le Royaume du Maroc et la République de Guinée, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI et son frère, le président, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Ces relations bilatérales entre ces deux pays ont toujours été marquées
par le respect mutuel et la coopération. Cet événement met en lumière la richesse et la diversité des trésors culturels, civilisationnels et artistiques de la République de Guinée, grand pays africain ami. Je tiens également à vous remercier chaleureusement pour l'accueil exceptionnel et l'hospitalité dont vous avez fait preuve à l'égard de la délégation marocaine. Cette initiative témoigne une fois encore des liens d'amitié exemplaires qui unissent nos deux pays sous la conduite éclairée des deux chefs d'État et reflètent la solidité des relations humaines qui les rapprochent. Je suis très honoré d'être ici. Je suis très content d'être convié en tant qu'invité spécial. Ça témoigne encore une fois de l'amitié entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. Encore, ça témoigne une fois de plus l'amitié entre nos deux peuples. La culture est l'un des axes prioritaires du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Dans la dynamique de promouvoir le patrimoine culturel guinéen, de vendre la destination Guinée, terre de richesse et d'innovation, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat met les bouchées doubles pour réussir cette mission. Conformément à la vision Simandou 2040, le ministre Moussa Moïse Silla et son équipe travaillent d'ardeur. Sur le terrain, les résultats sont tangibles et les perspectives augurent un lendemain meilleur. Excellence Général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État et son gouvernement qui est dirigé par M. Bahouri, accordent une place prépondérante à la culture dans le processus de refondation de l'État. Nous sommes heureux de constater que l'initiative suscite l'adhésion de plusieurs pays africains, américains, européens et asiatiques qui nous font l'honneur de participer à ce festival. Je voudrais ici saluer et souhaiter à tous la chaleureuse bienvenue et un excellent séjour parmi nous. Mesdames et messieurs, la prompte réaction du président de la République a donné suite à la requête du ministère de la Culture et du Tourisme et de l'Artisanat témoigne de l'intérêt qu'il accorde au secteur de la culture dans le cadre de la mise en œuvre de la transformation économique, sociale, culturelle et politique de notre pays. Cet intérêt s'est également manifesté dans sa vision portée par le projet Simandou 2040 qui place la culture en deuxième rang des objectifs prioritaires de ce grand projet qui contribuera substantiellement, et nous en sommes convaincus, à la transformation de notre pays dans tous les domaines. C'est un immense honneur pour moi, au nom du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie inaugurale du Festival international du Djembé. Ce festival étant placé sous son haut patronage, permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma profonde gratitude au président de la République pour son engagement indéfectible à faire rayonner la culture guinéenne. Son soutien constant et sa vision éclairée nous permettent aujourd'hui de hisser nos traditions et nos talents sur la scène internationale. Nous exprimons également notre reconnaissance au Premier ministre et à son gouvernement, au ministre directeur de cabinet de la présidence, au ministre secrétaire général de la présidence de la République, chers partenaires techniques et financiers, aux nations amies qui ont effectué le déplacement et qui contribuent à la concrétisation de cette édition du Festival international du Djembé. Enfin, un merci appuyé à tous les artistes, artisans et experts mobilisés pour faire de cet événement un rendez-vous inoubliable. Mesdames et messieurs, le thème de cette édition, c'est excellence et innovation dans le secteur de percussion. Cela illustre notre engagement à promouvoir un patrimoine qui est à la fois un symbole identitaire et un outil de développement socio-économique. C'est le président du Conseil national de la transition CNT qui a officiellement déclaré ouvertes les activités du Festival international du Djembé, FID Guinée 2024. Depuis le 5 septembre 2021, notre pays a entamé sous le leadership du CNRD et de son président, le général Mamadi Doumbouya,
Un nouvel élan qui s'articule autour de 5 valeurs, à savoir la rectification institutionnelle, la refondation de l'État, le rassemblement, le redressement et le repositionnement. C'est évident pour moi que les initiateurs du présent festival international du djembé sont dans cette logique de restauration et de redynamisation de notre culture ancestrale sous le label d'un instrument de musique qui n'est pas seulement qu'un simple instrument, mais la symbolique d'une histoire, d'un vécu, d'un tissu vivant de mœurs et de coutumes. Le djembé ou encore le tam-tam. Je suis heureux d'être à vos côtés pour encourager cette initiative et contribuer à sa pérennisation. Sur ces mots, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités, je déclare, sous la vision, naturellement, de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ouvert officiellement ce festival international du djembé pour la postérité, pour que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens et Dieu bénisse tous les invités. Cette journée de lancement officiel du FID Guinée s'est achevée par des démonstrations de chants, de danses, de percussions et de slams, animés par des groupes artistiques et culturels de la Guinée et de l'étranger. Ils ont tenu en haleine et émerveillé l'assistance. Déroulée dans une ambiance aux couleurs fraternelles, cette cérémonie a pris fin sur une note de satisfaction. À présent, ce communiqué portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition, CNT, convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière ce lundi 9 décembre 2024 à 11h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur la présentation du projet de loi de finances initiale pour l'exercice 2025 par le gouvernement, la présentation de la politique monétaire par le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, la présentation de la stratégie nationale Simandou 2040 par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, la présentation et l'adoption du chronogramme d'examen du projet de loi de finances initiale 2025. Sont invités à prendre part à la présente plénière les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le cabinet du président de la République, les membres du gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, les chefs d'état-major des armées de terre, de l'air et de mer, les chefs des missions diplomatiques consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes, le directeur général de la protection civile, le directeur général du corps des conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les facilitatrices du cadre de dialogue interguinéen, les représentants des deux confessions religieuses musulmanes et chrétiennes, grand imam et archevêque de Conakry, le représentant de la Confédération générale des entreprises, les présidents des chambres consulaires, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, le coordonnateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, les représentants des coordinations régionales, les représentants des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, le représentant
représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, le représentant de l'Association des magistrats de Guinée, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, les représentants des ordres sociaux professionnels, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 6 décembre 2024, pour le bureau, le président du Conseil national de la transition, Dr Adansa Akuruma. Direction le Canada, où le ministre du Travail et de la Fonction publique a bouclé un séjour de travail intense et fructueux. Faya François Bouronneau a été reçu en audience par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, ainsi que par le sous-ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Les entretiens avec les deux personnalités ont porté sur plusieurs sujets, notamment l'octroi de bourses aux agents de l'État et l'appui à l'opérationnalisation de l'École nationale d'administration de Guinée. De retour du Québec, Mamadi Terna Kamisoko. La visite de travail du ministre Faya François Bouronneau au Canada, ce sont aussi les discussions de haut niveau avec les autorités québécoises. Au ministère de l'Emploi et de la Solidarité, après les travaux techniques avec différents cadres, le ministre Bouronneau est reçu par son homologue Catherine Champagne-Jourdain. Les échanges entre les deux ministres ont porté sur les défis communs, notamment en lien avec la gestion du marché du travail. C'était un entretien qui venait un peu retracer les grandes lignes de la réunion que nous avons eue hier avec la Commission des partenaires du marché du travail. Vous savez, on a un observatoire national du travail que nous voulons opérationnaliser et nous avons eu un très bon partage d'expérience de la part d'une des directions techniques de ce ministère. Ils nous ont présenté le modèle qu'ils ont pour le diagnostic des professions et tout le système mis en place jusqu'au niveau décisionnel pour faciliter donc la prise de décision. La Guinée développe depuis plusieurs années des relations de bonne collaboration avec la province du Québec. Dans la zone francophone du Canada, les projets et programmes en cours de mise en œuvre sont abordés avec Georges Langy, sous-ministre des Relations internationales et de la francophonie. Une occasion pour la délégation guinéenne de solliciter l'accompagnement du Québec dans le cadre de l'obtention des bourses pour les agents de l'État et l'opérationnalisation de l'ENADONE. Ces échanges avec les autorités du Québec ont touché également le régime des retraites. La Guinée a déjà pris d'importantes mesures dans ce sens pour restaurer l'honneur et la dignité des pensionnés. Pour consolider ces acquis, de belles perspectives se profilent à l'horizon entre Conakry et Québec. Et cette tournée à l'intérieur du pays de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, le corps médical est sensibilisé sur les méfaits de la corruption. À Mamou et Farana, l'accent a été mis sur la transparence et la dénonciation des mauvaises pratiques au sein des services de l'État. Cette campagne de sensibilisation se tient en prélude à la Journée internationale de lutte contre la corruption le 9 décembre prochain. Bakary Bamba Condé sur les pas de la mission. L'intégrité et le respect des normes éthiques sont les maîtres mots des sensibilisateurs dans ces capitales régionales. Une manière de faire changer certains comportements au sein des services publics, en particulier les structures sanitaires, et redonner de la confiance au public par rapport au bon traitement, selon la vision du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Dans notre pays et dans beaucoup de pays même, la corruption gangrène parce que c'est devenu un fléau qui dégrade tout. Sensibiliser les gens de la santé et éventuellement d'autres secteurs vont bénéficier aussi de cette même sensibilisation pour garantir la promotion de la bonne gouvernance. Les autorités judiciaires encouragent la démarche et appellent à l'utilisation des différents canaux de dénonciation pour favoriser l'éradication de ce fléau. Partout dans le monde, cette question est d'actualité. Elle vient sous plusieurs formes que les justiciables ne connaissent pas. Donc il y a toute une panoplie d'infractions qui rentrent dans ces termes de corruption que nous avions appris et que nous donnons l'engagement de combattre. À l'instar des autres villes, l'ANLC a fait le tour de certains chantiers administratifs et écoles de santé des régions de Mamou et Farana pour toucher du doigt les réalités liées au retard des travaux, des conditions d'études et du respect de l'engagement des entreprises contractantes en fonction des principes anticorruption.
La diplomatie. La Guinée reprend ses relations diplomatiques avec la Suède. Plus qu'une simple reprise, il s'agit pour les deux pays de repartir sur de nouvelles bases et relancer une vieille amitié. En remettant ses documents d'accréditation au roi de la Suède, le diplomate guinéen lui a annoncé ses intentions de bâtir une nouvelle forme de coopération bilatérale entre Conakry et Stockholm. Le point avec Makeme Donzo. La Suède, un des pays de sa juridiction diplomatique, où l'ambassadeur Aliou Bari est reçu pour la présentation de ses lettres de créance. En remettant ses documents d'accréditation à Sa Majesté le roi Charles XVI, le diplomate guinéen met l'occasion à profit pour transmettre les messages d'amitié et de fraternité du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La Suède et la Guinée ont une coopération bilatérale qui remonte à plusieurs décennies. Et l'un des défis majeurs pour l'ambassadeur Bari est de relancer cette coopération sous toutes ses formes, conformément aux exigences du processus de refondation en cours dans notre pays. Aujourd'hui, j'ai eu le grand honneur et le grand privilège de présenter mes lettres de créance à Sa Majesté Charles XVI de la Suède. Je lui ai transmis les salutations chaleureuses du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Comme vous le savez, son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, tient à la mise en œuvre intégrale de la politique extérieure du chef de l'État. Aujourd'hui, je suis à Stockholm et j'ai présenté à Majesté Charles XVI les réformes engrangées par la Guinée depuis 3 ans. Je lui ai également présenté le méga-projet Mini et Simandou 2040, qui est la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour moderniser la Guinée, pour développer la Guinée, pour améliorer les conditions de vie de la population guinéenne. Cette cérémonie est le point de départ d'un renouvellement de coopération qui sera basé sur des échanges bilatéraux fructueux dans les domaines de la pêche, des télécommunications, de la santé ou encore de l'environnement. La Guinée et la Suède ont eu dans le passé d'excellentes relations diplomatiques qui se sont étiolées dans le temps. Et en retour, Sa Majesté Charles XVI a mentionné avec satisfaction avoir vu, avoir constaté qu'effectivement qu'il y a eu des progrès en République de Guinée. Et donc cette marque de reconnaissance témoigne de la volonté de deux chefs d'État à améliorer, à renforcer l'axe de coopération Conakry-Stockholm. L'autre enjeu de cette présence désormais effective et officielle de la Guinée en Suède est la prise en compte des ressortissants guinéens qui vivent dans ce pays ami. Très proche de ses compatriotes, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Aliou Bari doit veiller à leur unité et leur participation au processus de refondation en cours en République de Guinée. Le ministre des Mines et de la Géologie a présidé la clôture des travaux de l'atelier de présentation sur le rôle du Laboratoire national de la géologie dans la détermination de la qualité et de la valorisation des ressources minières en Guinée. L'objectif était de présenter les acquis et les perspectives du laboratoire après l'incendie sur les installations. Moussa Komara pour les explications. Ce rendez-vous de 2 jours a permis à ces acteurs du secteur minier de comprendre le rôle du Laboratoire national de la géologie dans la détermination de la qualité et la valorisation des ressources minières en Guinée. Il faut noter que c'est l'article 198 qui impose que toutes les sociétés minières en République de Guinée fournissent leurs échantillons au Laboratoire national de la géologie pour en sortir des résultats certifiés. Donc ces résultats certifiés sont utilisés notamment par la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes pour le calcul des taxes et entre autres. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un cadre d'échange, de rappel, ce que chaque entité, chaque part engagée dans les obligations des conventions que nous avons signées, ce que chacun doit faire. En décembre 2023, le Laboratoire national de la géologie a été affecté par l'incendie des Kaloum. Une année après, il connaît une avancée significative en termes d'analyse et d'échantillonnage des minéraux. L'occasion est unique de présenter les acquis et le modèle de gouvernance imprimé, surtout sa contribution dans le calcul de la taxe minière, du prix de référence de la bauxite en Guinée. On a compris que
Au jour d'aujourd'hui, l'État a mis en place un système de suivi, un système n'est-ce pas, de contrôle, un système n'est-ce pas, de synergie d'action entre les départements, aujourd'hui qui ramène tous ces départements à travailler pour augmenter la chaîne de valeur n'est-ce pas, de notre ressource naturelle. Le gouvernement guinéen espère avoir un secteur minier exemplaire, résilient et compétitif. Doter le laboratoire d'un statut particulier pourrait être bénéfique pour amener les partenaires miniers à respecter leur engagement vis-à-vis de l'État. Nous demandons leur accompagnement pour d'abord renforcer le statut du laboratoire en mettant à leur disposition un CA et après, maintenant, les demander de faire comme la douane ou les impôts par rapport à la contribution financière dans le trésor public. C'est extrêmement important de doter le laboratoire national de géologie de moyens humains, moyens financiers, mais encore plus, beaucoup de formation. C'est le seul moyen de challenger les évaluations qui sont faites par les industriels, c'est-à-dire par les sociétés minières. Cette deuxième session a tenu toutes ses promesses. Elle a été ponctuée par cette visite guidée sur les installations du laboratoire national de la géologie, sis à la minière. Et puis, les acteurs de mise en œuvre du projet de gestion des ressources naturelles minières et de l'environnement étaient réunis à Kindia. Ils ont passé en revue le bilan des activités réalisées cette année et projeté celles de l'année prochaine. Plus de détails avec ça à Marathon. C'est le deuxième comité de pilotage du projet de gestion des ressources naturelles minières et de l'environnement au compte de l'année 2024. L'exercice consiste à évaluer les activités réalisées cette année dans la mise en œuvre de ce projet et à planifier celle de l'année 2025. Les résultats de cette deuxième session sont nombreux et importants. Premièrement, le PTBA 2024 a été exécuté à plus de 60% et à la fin du mois de novembre. Et nous estimons que ce résultat va être substantiellement amélioré avant la fin du mois de décembre parce qu'il y a beaucoup de paiements en instance qui vont être faits. La deuxième chose, c'est que beaucoup de dossiers de passation de marché ont avancé et aujourd'hui, on peut se dire que au moins une dizaine de contrats sont en position d'être signés et dont l'exécution pourrait démarrer avec le début de l'année. Si cette revue à mi-parcours a enregistré des résultats satisfaisants dans l'exécution du projet, des efforts restent à fournir pour l'atteinte de tous les objectifs. Les activités sont pertinentes, mais les directions peut-être n'ont pas bien perçu comment déployer ces activités. Donc il faut qu'on s'assure que les thèmes de référence sont de bonne qualité et élaborés à temps. Il faut qu'on s'assure que le processus il y a une itération, un travail conjoint qui a été fait avec les experts de la Banque mondiale d'un côté, nos directions techniques de l'autre côté et les experts qui nous accompagnent. On avait un taux de décaissement très bas, autour de 10%. Et suite à quelques améliorations en 2023, on est autour de 61% aujourd'hui. Et nous avons promis de s'impliquer personnellement, impliquer les autres acteurs de ce projet pour qu'on atteigne les 100% à la fin de ce projet. Pour les 3 prochaines années de vie du projet, les nouvelles priorités du secteur des mines et de l'environnement seront prises en compte conformément à la nouvelle politique de développement du CNRD. Évaluation environnementale et sociale, les cadres déconcentrés de la région administrative de Kindia sont formés aux techniques d'évaluation, une mesure qui leur permettra de maîtriser l'étude d'impact environnemental et social des projets de développement afin de protéger notre environnement déjà très menacé. Ousmane Ba. Assurer un suivi évaluation environnementale pour le bien de l'ensemble des acteurs de la chaîne. C'est le nouveau défi du ministère de l'Environnement à travers son agence d'évaluation environnementale AGE. Il s'agit de doter les membres du comité préfectoral de la région administrative de Kindia de nouvelles techniques. Un renforcement de capacité qui permettra aux agents déconcentrés de mieux cerner les contours d'évaluation environnementale et sociale des projets de développement. Ça va permettre à services déconcentrés de bien cerner les enjeux, les impacts liés à ces projets et de pouvoir les contrôler, apporter des mesures d'atténuation
des mesures de compensation, s'il faut le dire ainsi, pour que ces projets-là restent dans un cadre beaucoup plus durable et éviter les effets de leur activité sur l'environnement qui les abrite. Et les membres de CPCS, c'est eux qui assurent le suivi de proximité auprès des différentes sociétés. Et s'ils sont formés, ils connaissent maintenant ce qu'ils doivent faire, les attentes, c'est plus facile de faire les activités et c'est plus facile d'assumer leurs responsabilités. Après la région de Boké et aujourd'hui Kindia, la même formation va toucher les cadres des 5 autres régions administratives de l'arrière-pays. Une mesure qui mettra l'ensemble des agents de terrain au même niveau afin de travailler en faveur d'un environnement sain et durable. Protection de l'environnement à Sérédou, le plan d'action pour la conservation des espèces végétales de la réserve de biosphère de Ziama est en cours de validation. Les villages environnants de cette réserve forestière seront sensibilisés sur la sauvegarde des espèces animales et végétales. 32 villages riverains prennent part aux travaux sous la supervision du ministère de l'Environnement à travers le centre forestier de Zérékoré. L'ancien Kamisoko, Mohamed Salioupaye, Mohamed Lamine Diallo. Pour mieux sensibiliser les populations sur l'importance de la faune et de la flore et sur les enjeux de leur conservation, un plan d'action est en cours de validation à Sérédou. C'est au cours d'un espace d'échange coordonné par Fauna and Flora International sur la préservation des espèces végétales menacées de la biosphère de Ziama. Nous avons découvert 42 espèces menacées d'arbres et d'albis à l'intérieur de Ziama. Et nous avons découvert qu'en Ziama, il y a 2 espèces qui sont endémiques, qu'on ne retrouve seulement qu'à Ziama dans l'ensemble du monde entier. Donc pour nous, c'est vraiment une fierté. Donc il est lié d'interpeller non seulement les communautés, mais aussi à l'État qui ne ménage aucun effort à appuyer les institutions, à appuyer les centres forestiers, à appuyer les communautés dans le cadre d'une préservation durable vraiment des ressources des Ziama. Venus des villages riverains de ce patrimoine mondial, ces représentants des communautés sont formés sur la bonne gestion des ressources naturelles. La réunion à laquelle j'ai participé est une bonne chose pour nous les communautés riveraines de la réserve de biosphère du Ziama parce que, façon, ils ont dit qu'ils vont envoyer des pépinières à planter. Quand tu plantes ça dans ta plantation pour prendre soin de tes arbres, tu n'auras plus besoin des arbres ou des feuilles qui sont dans la forêt. Misant sur la participation des populations riveraines de la forêt Ziama, cette initiative de FFI est mise en œuvre en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers le centre forestier de Zérékoré. Si donc cette communauté a répondu massivement à nos invitations et qu'ensemble ils ont vraiment proposé des actions concrètes allant dans le cadre de la préservation vraiment de ce patrimoine, je crois que c'est déjà un gain pour nous. C'est ensemble que nous réussirons à trouver des solutions durables pour préserver cette biodiversité exceptionnelle. Cette lutte engagée par l'ONG Fauna and Flora met en synergie l'ensemble des acteurs autour d'un plan d'action. Menée avec l'appui de l'Institut Kiu, elle est financée par la Fondation Franklin. Du côté de la Bige, les acteurs du monde agricole se retrouvent autour d'un atelier de concertation régionale sur les intrants. Au menu de la rencontre, faire le diagnostic du système actuel de fourniture des intrants aux producteurs. Sona Sagno commente les images de Sarafdine Diallo. Cet atelier de concertation régionale sur les intrants a permis de diagnostiquer les forces et faiblesses du système actuel de fourniture des intrants aux producteurs, partager les textes réglementaires sur les intrants. Nous allons échanger avec les acteurs, c'est-à-dire les producteurs en place, les vendeurs des intrants, pour voir quelles sont les problématiques à leur niveau et quelles sont les dispositions que nous devons prendre, une stratégie pour mettre en place toutes ces dispositions, assurer les semences de qualité au niveau des producteurs, des engrais de qualité à temps opportun au niveau des producteurs et des engins agricoles qui sont adaptés à nos conditions et d'affort climatique et qui sont adoptés par ces producteurs. Nos attentes aujourd'hui, c'est que tous les acteurs qui sont impliqués dans les activités agro-pastorales se rendent compte des difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans le cadre de la production agricole et production animale, pour qu'on puisse combler le vide et relever le défi pour améliorer la production et la productivité. Les participants se félicitent des échanges qui ont comblé leurs attentes. Cette formation
de vulgarisation des textes. En plus de ça, l'augmentation des capacités de production, de conseils, en termes de conseils, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour les producteurs de la région. Cette formation-là m'a beaucoup réveillé de me faire comprendre que vraiment on ne doit pas vendre n'importe comment des produits. Il faut vendre des produits réels. Les directeurs préfectoraux de l'agriculture et de l'élevage prennent l'engagement de restituer à leur retour ces acquis aux autres acteurs de la chaîne de production. Il y a des tests de loi qui existent sur toute la chaîne de ces intrants que les producteurs ne connaissaient pas. Et donc ceux qui sont avec nous, ils vont nous servir de paysans relais afin de sensibiliser aussi les autres producteurs et tous ceux qui sont vraiment dans la filière des intrants agricoles. Cet atelier régional de concertation sur les intrants tenu à la baie a regroupé tous les acteurs de la chaîne de production des régions de la baie et Mamou. Dans le registre de la sécurité en haute mer, des outils d'aide à la navigation sont installés sur la façade maritime, des bouées visibles jour et nuit pour signaler aux usagers de la mer la présence des épaves qui sont de véritables dangers pour les petites embarcations des pêcheurs et des gros navires. Fodé Camara nous en dit davantage. Derrière cette image d'une mer tranquille se cachent des épaves. Des pièges redoutables pour les petits pêcheurs, les plaisanciers et même pour les gros navires. Pour minimiser les risques susceptibles de provoquer des naufrages, des décès et des cas graves de blessures, l'ANAM, Agence de navigation maritime du ministère des Transports, a engagé un travail d'alerte de la communauté portuaire et maritime par l'installation des bouées. Des outils d'aide à la navigation pour signaler la présence des épaves aux différents usagers de la mer. C'est une recommandation de l'OMI. L'OMI, c'est l'Organisation maritime internationale qui avait instruit tous les États de nettoyer l'espace maritime. Et du côté de la Guinée, on a dénombré 59 épaves qui sont dans nos eaux. Donc cela nous a poussé à baliser les épaves pour éviter qu'il y ait d'abord la collision et pour assurer aussi la sécurité des personnels navigants. Les épaves sont des dangers à baliser pour éviter d'éventuels accidents. Pour relever ce défi, ces bouées sont visibles jour et nuit. En plus de sa couleur très vive, la nuit, la bouée reflète la lumière. En plus, elle est dotée d'un système de géolocalisation. Ces bouées sont dotées d'un système de GPS et il y a un système de contrôle. À travers ce système de contrôle, on peut voir si la lumière elle est éteinte, comment la bouée fonctionne. Et c'est répertorié sur une carte de navigation maritime. À travers cette carte de navigation maritime, le navigateur peut se rendre compte à partir de son petit écran, il y a une épave quelque part et c'est balisé, c'est déjà signalé par une bouée. Tout au long de la façade maritime, 59 épaves sont répertoriées. Des actions d'envergure se mettent en place pour une gestion judicieuse des épaves, véritable cauchemar pour les usagers de la mer. La seconde étape, une fois que nous finissons de baliser ces épaves, nous allons procéder maintenant à leur enlèvement. Cela nous permettra d'abord d'immobiliser ces épaves et aussi de connaître les positionnements, éventuellement trouver les voies et moyens pour les renflouer ou pour les enlever. Ces dispositions de l'Agence de navigation maritime du ministère des Transports sont très respectueuses des principes de l'Organisation maritime internationale et de l'Association internationale de signalisation maritime, une structure à laquelle la République de Guinée a adhéré depuis 1958. Je vous le disais dans les titres, le projet de rénovation du stade du 28 septembre se poursuit. Les techniciens de pelouse sont arrivés à Conakry pour semer les graines du gazon naturel. Cette opération consiste à accélérer la cadence des travaux. Guicopress exécute les travaux d'urgence afin de permettre à la Guinée de jouer ses matchs à domicile. Voyons tout cela avec Aboubakar Junior Camara. Une étape importante dans le projet de rénovation du stade 28 septembre est franchie. L'expert français spécialiste de pelouse a commencé à épandre les graines de gazon. Ce gazon naturel s'adapte au climat de la Guinée, selon le spécialiste, avec l'arrosage automatique et l'utilisation de l'engrais et des produits phytosanitaires.
pour la croissance rapide. 6 à 8 jours suffisent pour faire pousser les graines. Je suis venu passer la semaine pour finaliser l'implantation du gazon. On a commencé par préparer la plateforme et tester le système d'arrosage. Et là, ce soir, nous terminons par le semis. Et ce stade a été voulu pour répondre aux normes et permettre de proposer la meilleure pelouse possible avec les plus hauts critères de la FIFA. Le projet de rénovation du stade 28 septembre est un projet d'urgence pour l'État guinéen afin de permettre à la Guinée de jouer ses matchs à domicile. 17 500 places avec des innovations sur les chaises individuelles ou encore des ascenseurs pour des personnes à mobilité réduite. Tous les paramètres sont pris en compte par le projet. La plus grande part des travaux est déjà réalisée. Le gros œuvre sur la partie tribune et gradin est déjà fini. Nous sommes en train de réaliser maintenant les travaux des lots secondaires, à savoir l'électricité, les courants faibles, la climatisation et la plomberie. Maintenant, il y aura des sièges individuels sur l'ensemble des tribunes et des gradins. Il y a l'ensemble des commandes qui sont passées, à savoir l'éclairage de la pelouse, les écrans d'affichage, les écrans LED de publicité et tout. Et tout est conforme aux standards de la CAF. Le groupe Guico Press réalise les travaux sous la supervision des experts de la Confédération africaine de football CAF pour permettre d'obtenir l'homologation et la fin des travaux. Des ingénieurs de bâtiments et de travaux publics viennent d'être certifiés experts par l'Ordre national des ingénieurs de bâtiments et de travaux publics, ce après une formation de perfectionnement dans le domaine de l'expertise en évaluation immobilière à l'Institut de formation continue en BTP. La remise des certificats a eu lieu ce matin à Conakry. Mangafodé Touré, Sekou Sissoko. Dans le domaine de la construction et de l'urbanisation, les infrastructures poussent partout à travers le pays. Mais quels sont les chantiers évoluant selon les principes et règlements en vigueur en Guinée? La situation interpelle l'Ordre national des ingénieurs de BTP qui s'investit dans la formation et le perfectionnement de ses membres. Cette remise des certificats aux 54 ingénieurs sanctionne leur formation en évaluation immobilière à l'Institut de formation continue en BTP. Notre ambition est de faire de cette corporation un pôle de rigueur, de transparence et de modernité qui participe de la manière la plus efficiente au développement économique et social de notre pays. Nous voyons qu'il y a une floraison des ingénieurs, mais la qualification reste à désirer. C'est pourquoi ces formations sont organisées pour renforcer leurs capacités, pour permettre aux ingénieurs de mieux exercer leur métier. Ils sont désormais certifiés et reconnus comme experts en évaluation immobilière par l'Ordre national des ingénieurs de bâtiments et travaux publics, ce qui rassure les professionnels du secteur quant à l'exécution correcte des missions des ingénieurs guinéens de bâtiments et de travaux publics. Il faut que ces chantiers qui poussent de ci et là soient suivis par des ingénieurs, par des hommes de métier, parce que sinon on va assister à des événements malheureux comme ce qu'on avait suivi à Matoto ou ailleurs. À l'issue de cette formation, vraiment, je me sens capable maintenant de mener les travaux d'expertise immobilière en matière d'évaluation des biens. Cette certification m'a apporté une grande satisfaction déjà parce que ça nous a permis de nous initier à être experts en immobilier. Donc du coup, durant cette formation, nous avons vraiment été initiés à tout ce qui... En tout cas, on a eu la base en fait. L'ambition de l'ONIBAT est de réglementer le secteur à travers le perfectionnement des ingénieurs pour l'exercice de la profession en Guinée. Cette formation est donc le début d'un processus de qualification des ingénieurs guinéens de BTP en vue de les rendre plus compétitifs. Rendons-nous à Timbo, c'est dans la préfecture de Mamou. Là-bas, les fils ressortissants et résidents au sein de l'association Hirde Koudeko ont organisé un renforcement de capacité des agents de santé de la préfecture. La démarche vise à améliorer la performance sanitaire des populations. Plusieurs notions liées à la médecine générale ont été abordées au cours de ces journées d'échange. On retrouve sur place Abdoulaye Diallo et Mamadou Patibalde. Nous sommes à Timbo. Comme chaque année, l'association Hirde Koudeko marque les esprits des populations de la localité. En plus des soins et des médicaments gratuits qu'elle offre, les capacités des agents des différents districts sanitaires de la préfecture de Mamou sont également renforcées.
Avec l'appui de l'ONG française Santé, Formation, Développement, ces agents de santé échangent autour des pathologies liées par exemple à la médecine générale et la sensibilisation sur les cas d'addiction. Et c'est une préoccupation aussi bien en Guinée que dans les autres pays africains qu'en Europe, c'est les problèmes d'addiction. C'est-à-dire, c'est les problèmes qui concernent plus particulièrement les jeunes, mais toute la population, de consommation de drogue, de consommation délétère, c'est-à-dire de consommation inadaptée et dommageable de certains médicaments. Cette initiative de l'association Yirdekou sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique consiste à sensibiliser et à former ces agents de santé en vue de rehausser leur niveau dans la prise en charge des patients qui fréquentent les différentes structures sanitaires. C'est toujours pour accompagner le ministère de la Santé dans la formation du personnel de santé qui est en contact direct avec la population de base. Vous savez, au niveau de la route nationale de Timbo, et très souvent quand il y a des accidentés, les premiers soins, c'est au centre de santé là-bas. Cette initiative a été très bien accueillie d'abord par ceux qui ont reçu la formation, mais je pense aussi qu'à la suite de cette formation, cela se ressentira dans les soins que ces agents de santé vont donner aux populations bénéficiaires. Parce que, in fine, c'est pour les populations. Au sortir de cette formation, les participants s'engagent à restituer les connaissances acquises et souhaitent la pérennisation de ces genres d'initiatives pour le bonheur des populations. Dans l'actualité également, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi à travers l'AGIP met les bouchées doubles pour concrétiser le programme présidentiel de 20 000 emplois. La phase des stages emploi a commencé et 200 autres jeunes sont préparés à travailler dans le secteur du numérique. Tierno Ousmane Diallo. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi déclenche la phase active dans la mise en œuvre du programme accéléré pour 20 000 emplois. L'AGIP, à travers la maison de formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, signe des contrats pour le placement d'une quarantaine de jeunes diplômés pour ce début dans les entreprises avec pour objectif leur intégration concrète dans le marché du travail. Il y a une mission qui nous a été confiée par Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui porte sur un programme qu'on appelle le programme accéléré pour l'emploi et qui vise entre autres à aider à la création de 20 000 emplois. Et les instructions que nous avons reçues de Madame la ministre de l'Enseignement technique, la formation professionnelle de l'emploi, c'est d'œuvrer pour l'atteinte de cet objectif. Ces jeunes vont bénéficier d'une nouvelle expérience professionnelle qui va donc booster leur employabilité. Pour aider les jeunes à développer des compétences professionnelles en lien avec les besoins du marché du travail, l'AGIP diversifie par ailleurs ses partenariats avec le cabinet Performance Guinée. De nouvelles opportunités sont décrochées en faveur de 200 jeunes dans les métiers du numérique. Ça a été toujours notre combat, ça a été toujours notre ambition d'être liés, c'est-à-dire à cette activité d'envoyer les jeunes sortants dans le monde professionnel, leur expliquer un peu la différence et les méthodes à suivre pour aller du monde académique au monde professionnel. Et la convention est venue juste renforcer et formaliser quelque chose qui existait déjà entre l'AGIP et le cabinet Performance Guinée. Ces 2 derniers mois, l'AGIP a intensifié ses actions sur le terrain pour concrétiser la vision du chef de l'État en matière d'emploi avec l'ouverture et la dynamisation d'agences à l'intérieur du pays, tout en se rapprochant davantage du secteur privé. 16 jours d'activisme, les acteurs judiciaires et les médecins échangent sur le traitement efficace et fluide des cas de VBG. C'est pour le compte du projet Libre, entendez, lutte contre l'impunité des auteurs des violences basées sur le genre, afin de renforcer l'égalité de genre en Guinée, financée par l'Union européenne. Pendant 3 jours, ces acteurs vont chercher à corriger les imperfections existantes dans leur collaboration. Dina Boubari. Les acteurs de la chaîne pénale et les médecins se sont réunis autour de la question des violences basées sur le genre VBG. La rencontre, qui a rassemblé 18 participants, comprenait des magistrats, des avocats, des officiers de police judiciaire, des médecins légistes et des assistants juridiques.
Cet événement s'inscrit dans le cadre des activités de la quinzaine des droits humains et des 16 jours d'activisme dont le thème cette année est riposter et se reconstruire après les violences. Le problème, c'est que chacun est un peu cantonné dans son rôle et ne comprend pas toujours, on n'est pas toujours informé des difficultés que peuvent rencontrer les autres corps de métier. Par exemple, nous venons de parler d'un cas où les médecins légistes n'ont pas répondu selon l'OPJ suffisamment rapidement à leur demande pour examiner la victime, de telle sorte qu'ensuite leur dossier ne peut avancer de manière satisfaisante puisque les preuves n'ont pu être recueillies à temps. C'est intéressant, très éducatif parce qu'on a eu des multiples cas qu'on rencontre dans les hôpitaux. Maintenant, dans la participation, on a eu des juristes, des avocats, chacun a donné son point de vue et leurs difficultés. Les acteurs judiciaires et les médecins jouent chacun un rôle crucial dans la recherche de la vérité sur les violences faites aux femmes et aux filles. L'objectif est de favoriser une synergie d'action entre ces différents acteurs. Nous avons constaté que l'impunité qui encourage la prolifération des cas de VBG en Guinée. Donc c'est pour ça que le projet s'attaque à ça. Donc pour pouvoir avoir des dossiers solides, il faudrait mettre en commun les acteurs du monde judiciaire et les médecins légistes. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne en Guinée, l'engagement personnel de ces acteurs est un facteur clé de la réussite dans la lutte contre les VBG. Il faut qu'ils travaillent main à main parce que tout d'abord, il s'agit d'accompagnement de victimes et là les médecins jouent un rôle très fondamental et le médecin avec les magistrats et d'autres acteurs de chaîne pénale peuvent vraiment témoigner de crimes et le mettre le processus judiciaire au bout. Une collaboration efficace entre ces professionnels permettra d'assurer aux survivantes un accès rapide et de qualité à la prise en charge, conduisant à la condamnation des auteurs et à la réparation des préjudices subis. Et c'est parti pour le salon de la bijouterie guinéenne. Cet événement, qui est à sa première édition, a connu la participation des bijoutiers venus de plusieurs localités du pays. La rencontre, qui va s'étendre sur 3 jours, vise à faire la promotion de ce art peu valorisé dans le pays. Reportage de Tierno Maoufba. Dans ce stand, la créativité des bijoutiers guinéens est exposée. Tous les genres de bijoux attirent les visiteurs et acheteurs. Le salon de la bijouterie guinéenne est une vitrine de promotion de ce corps de métier de l'artisanat guinéen. À cette première édition, ils sont venus de partout en Guinée pour démontrer leurs compétences dans la transformation du précieux métal. C'est un départ pour ce salon. Et en fonction du temps, je crois qu'on va s'améliorer et le salon va continuer toujours. En ce moment, la bijouterie, nous comptons que ça va s'améliorer en fonction des apports des uns et des autres. Cette édition du salon de la bijouterie guinéenne, au-delà des expositions vente des bijoux raffinés, des opportunités de réseautage s'ouvrent aux bijoutiers. Des panels sont organisés pour permettre à ces artisans de mieux profiter des avantages de leur métier. J'ai initié ce projet, j'ai pensé aux bijoutiers, pourquoi pas les mettre aussi en valeur. Ils sont tellement marginalisés en Guinée, donc il y a tellement de faux grains parmi eux qui font que les autres partent ailleurs, en Dubaï, au Nigeria, partent des bijoux et pourtant nous avons de la matière première chez nous et nous avons aussi de la créativité chez nous. Pourquoi ne pas les célébrer, pourquoi ne pas les mettre en lumière? En train d'œuvrer pour que tous les secteurs au niveau de l'artisanat puissent sortir de l'eau, faire ce que nous souhaitons vraiment pour le peuple de Guinée, la promotion et la valorisation des produits artisanaux. Donc pour moi c'est une lueur d'espoir, une satisfaction pour dire que vraiment ce secteur est en train de se développer avec le leadership des autorités du pays. Ces 3 jours de promotion de la bijouterie guinéenne se veulent comme une fenêtre de valorisation de l'artisanat vers un meilleur système de modernisation, facteur de consommation locale.
Dans le volet développement local, les autorités communales de Ratoma viennent de procéder au lancement de la taxe d'équipement, une recette non fiscale qui doit être désormais prélevée sur toutes sortes de constructions de bâtiments et elle va permettre à la commune de réaliser des infrastructures sociales de base. Moussa Bangora. Ratoma, sur le chemin du développement, ici au siège de la mairie, la taxe d'équipement est lancée. Désormais, cette taxe non fiscale doit être prélevée sur toutes sortes de constructions, bâtiments d'habitation ou immeubles. Elle est payée une fois dans la vie d'un bâtiment. La taxe d'équipement est une taxe non fiscale. Elle est perçue sur toutes les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement immobilier. Avec la franche collaboration des chefs de quartier, nous espérons que ça va bien se passer le recouvrement. Ce sont les propriétaires des bâtiments que ça va toucher. Une fois recouvré, ce fonds va permettre à l'autorité locale de faire face à certaines dépenses de la commune, notamment la construction des écoles et des centres de santé. C'est une taxe dont les Guinéens ne sont pas habitués à payer, raison pour laquelle nous avons préféré faire une cérémonie officielle pour lancer cette taxe, tout en invitant tous les acteurs, à savoir la société civile, la chambre de commerce, les chefs de quartier, les partenaires, pour que chacun s'implique dans la sensibilisation pour montrer aux citoyens ce que ça va servir cette taxe pour la collectivité. Il faut créer des points de loisirs pour les enfants, il faut créer des terrains de sport, il faut créer beaucoup plus de commodités dans les écoles, raison pour laquelle cette taxe, nous tenons à ce qu'elle soit recouvrée dans l'intérêt de la population. La loi là, a été prise au temps de Lansana Conté en 90. Il y a des gens qui ont construit, ils doivent vraiment se sentir bien parce qu'ils n'ont pas payé et ça va beaucoup aider les mairies, les structures décentralisées pour la réalisation de leurs projets. Les jours à venir, des équipes seront déployées sur le terrain avec un seul slogan: payer ma taxe, c'est contribuer au développement de ma commune de Ratoma. On en vient à la 15e édition de Guinée Company Awards, ce concours qui récompense les entreprises les plus dynamiques du pays. Cette année, la société de gestion et de construction guinéenne a raflé une double récompense pour son projet de construction de la nouvelle ville dénommée Dream City et pour son impact sur l'économie nationale. Le point avec Sona Sagnon. Au cours de la 15e édition de Guinée Company Awards, une cinquantaine d'entreprises guinéennes ont été distinguées. La vedette du dîner gala était la société de gestion et de construction guinéenne qui a raflé une double récompense pour son projet de construction de la nouvelle ville dénommée Dream City. Je remercie les organisateurs d'avoir valorisé l'entrepreneuriat, d'avoir rendu à IGCG ce qu'elle mérite. Donc je suis très content, très satisfait. Donc je promets que dans un avenir proche, on va essayer d'accélérer les choses, réaliser la ville le plus rapidement que possible, voir aussi comment mettre tant de projets pour que les Guinéens en profitent. La 15e édition de Guinée Company Awards des 50 entreprises les plus dynamiques se présente comme une vitrine internationale qui met en lumière les entreprises qui créent de la richesse, font tourner l'économie et contribuent à la promotion des investissements en Guinée. C'est un sentiment de satisfaction d'abord. C'est le résultat de beaucoup d'efforts menés sur le terrain par notre entreprise depuis 6 ans. Et Dream City aujourd'hui, parce qu'il s'agit de Dream City, est l'un des plus grands projets immobiliers de la sous-région et qui aujourd'hui va construire quelque chose de 18 500 logements sociaux et des équipements marchands, une zone industrielle et qui va vraiment désengorger la ville de Conakry. Ça prouve déjà à nos clients que nous sommes vraiment dans le concret et que cette ville verra le jour très bientôt. L'expertise de l'entreprise, la capacité d'innovation, de pénétration du marché, l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'économie ont été les principaux critères pour faire le classement dans la transparence.
À présent, notre rubrique rétrospective 2024, nous nous intéressons ce soir au découpage administratif. Voté le 18 janvier dernier, cette loi a permis la création de 7 communes urbaines et 10 communes rurales dans le pays. Un acte qui vise à restaurer l'autorité de l'État et prendre en compte toutes les préoccupations des populations. Voici le condensé signé Amadou Touré, Abdulrazak Souma. C'est le 18 janvier 2024, en séance plénière, que les conseillers nationaux ont à l'unanimité adopté le projet de loi portant création de 10 nouvelles communes urbaines et 7 communes rurales en Guinée. Matoto s'étendait jusqu'au niveau de kilomètre 36. Il y a des endroits qui n'étaient pas sous contrôle des autorités de Matoto. Donc ils ne savaient rien de ces citoyens et qu'il y avait des problèmes de sécurité, problèmes sociaux. Voilà. Donc, il faut créer d'autres communes pour être plus proche des citoyens. Selon les spécialistes du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, ce travail de découpage administratif vise à rapprocher les services sociaux de base aux populations qui souffraient la grandeur de certaines communes de la capitale. Ça nous permet de connaître plus facilement donc, tout ce qui se passe dans les différents quartiers, dans les différents secteurs et les différents carrés, pourquoi pas dans les ménages. Et ça permet aussi aux citoyens de la commune d'avoir la facilité d'accès aux différents services qui doivent se mettre à leur disposition. Suite au découpage, nous sommes passés de 6 communes à 13 communes à Conakry, soit 7 nouvelles créations dont l'ensemble loge dans les bâtiments non appropriés. Pour résoudre ce problème, l'État sur fonds propres a, à travers cette signature de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC, lancé la construction des sièges des nouvelles communes. Nous allons accompagner à partir de cette signature les communes de Conakry. Et comme vous l'avez constaté, les communes nouvellement créées n'ont pas tous les dispositifs nécessaires pour l'exécution de la dépense publique. Et c'est pour cela que cette convention a été signée pour pouvoir faire la délégation de maîtrise d'ouvrage à la ville de Conakry au bénéfice des collectivités nouvellement créées. Après l'acte de création des nouvelles communes, le gouvernement a jugé nécessaire de lancer la formation des 3022 membres des délégations spéciales, dont la plupart venus d'autres secteurs socio-professionnels. Les thèmes ont porté sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales. Ce nouveau découpage administratif concerne les communes de Matoto, Ratoma, Mania et Dubreka en 10 communes urbaines, contre 7 nouvelles communes rurales créées dans les préfectures de Sigiri, Kouroussa, Bela et Gekedou. La commune de Ratoma compte désormais 9 quartiers, la nouvelle commune de Lambani compte 14 quartiers, les communes de Sonfonia et de Tombolia comptent respectivement chacune 7 quartiers, celle de Gressia compte 28 quartiers. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.